Allez, 2 points. Dans ce plus d'actu, on commence avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est dans le top 20 des pays exportateurs de footballeurs. Connaissant les grandes nations qui sont vraiment des vivriers en termes de talent de sport, une 20e place mondiale, c'est pas mal du tout. Puis 204 athlètes, oui, c'est pas mal. La Côte d'Ivoire est un grand pays au plan continental qui a fait ses preuves avec des joueurs énormes sur chaque génération. Donc, on peut aisément comprendre que la Côte d'Ivoire soit dans le top 20 mondial. Alors, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'en 2019, nous étions 17e. Et en 2020, nous sommes 20e, avec seulement que deux athlètes qui se sont rajoutés. En 2019, ils étaient 202 athlètes et maintenant, nous sommes à 204. Nous régressons à la 20e place. Moi, ce n'est pas un très bon résultat pour la Côte d'Ivoire. Pas un très bon résultat. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire perçoit de l'argent quand on exporte un joueur? Si ce n'est pas un très bon résultat, c'est qu'on doit avoir des retombées. Hein. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Je ne suis pas sûre que ce soit le pays, l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je fais une autre lecture de la chose. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pu garder ces joueurs ici, on n'a pas pu créer les structures ici, qu'on les fait partir? Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient partis tous à des âges vraiment, je vais vous dire, des fois c'est 12 ans, 13 ans, 14 ans qu'ils partent? En Égypte, comment ça se passe? En Égypte, quand vous regardez le championnat, l'équipe nationale est pratiquement fait à base de locaux. De joueurs locaux. De joueurs locaux. Bon, ici, on est obligé de faire partie ces enfants. Aujourd'hui, vous allez au stade, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus cette folie de l'époque. Bon, sur ça, c'est une réalité mondiale. Hein. Le Brésil est le premier pays mondial. Justement, on va vous donner tout de suite le top 10 des pays exportateurs de footballeurs. En première position, donc le Brésil avec 1600 joueurs exportés. Ensuite, la France avec 1027 joueurs. Numéro 3, donc l'Argentine, 972 joueurs. L'Angleterre avec 565 joueurs. L'Espagne, 559. La Serbie, 521. L'Allemagne, 480. Et puis, les 3 derniers donc de ce top 10, la Colombie avec 467. La Croatie, 446. Et puis le Nigeria, avec 399 joueurs exportés. C'est le premier pays africain. Le deuxième pays africain, je crois que c'est le Ghana. Ensuite, on a le Sénégal. Donc, c'est un phénomène mondial. Même les grandes nations de sport exportent des joueurs. Vous avez le Brésil qui est le grand vivrier mondial. Et dans ce classement, vous avez des pays comme la France qui est deuxième, l'Angleterre et l'Espagne qui sont de puissants pays européens en termes de football, mais qui exportent des joueurs. A fortiori, nous qui sommes de petits pays, de petites nations de football, qui n'avons pas encore un système professionnel. Donc c'est tout naturellement que nos joueurs s'envolent pour de meilleures destinations. Oui, mais sauf que, et là je vais rejoindre le docteur Alangba, c'est que nos joueurs partent relativement tôt. Ils sont quand même très jeunes. Très jeunes. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les retenir un maximum? Voilà, c'est la question que je me pose parce que pour moi, exporter des joueurs, ce n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Non. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Notre vivier local, nos championnats n'ont pas un bon niveau. Quand vous voyez des joueurs à peine... on se demande, on est obligé de créer des championnats comme le CHAN. Bon. Ah, vous êtes contre ces championnats? Non, pas forcément, mais on est obligé de le faire puisque tout le monde est professionnel. Et puis, le championnat de Côte d'Ivoire est professionnel. Hein? Oui, ligue professionnelle. Ligue professionnelle. Mais bon, vous voyez les réalités. Les réalités, bon... Non, là, vous avez raison, docteur. C'est vrai que les différents championnats des pays africains se sont un peu appauvris. Le championnat nigérien s'est appauvri. Les clubs nigériens ont disparu. Pareil pour le Ghana, les clubs ghanéens ont disparu sur l'échiquier continental. Et les pays du Nord qui arrivent à conserver leurs joueurs sur place, sont les plus puissants, c'est eux qui gagnent les compétitions. Mais en même temps, c'est une réalité qui est mondiale. Je vous donne un exemple. Savi Simon, un jeune joueur formé à la Masia du côté du Barça, à 16 ans, a été je veux dire, coopté par le Paris Saint-Germain. Donc, c'est une réalité, même entre les grands clubs. Très tôt, déjà, on va chercher nos garçons. Mais ce qui est juste, c'est qu'il faut que nos États et nos fédérations travaillent à professionnaliser notre football, travaillent à tisser des balises pour protéger nos joueurs, de sorte, comme dit le docteur, de sorte qu'ils évoluent longtemps dans nos championnats locaux pour leur donner plus de valeur à nos clubs. Ce serait bien pour nous. Mais malheureusement, la pauvreté de notre football fait que malheureusement, on perd tous nos joueurs. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une caisse d'épargne pour tous ceux qui s'en vont? Ça pourrait être bien, hein? Voilà, une caisse d'épargne. Comme ça, quand on exporte jusqu'à 200, 300 joueurs, la Côte d'Ivoire peut se retrouver avec beaucoup d'argent. La FIFA aura
allez postuler à la FIFA. Ah oui. Je vois que vous êtes un vivier de propositions. Oui, j'ai beaucoup de propositions et j'ai encore, je peux relater. Ça y est. Mais il y a un candidat qui l'a côté, là, je Oui, crois. oui, tout à fait. Il a déjà un poste. Alors qui ouais, l'attend. des fois, ça laisse libre cours à des pratiques qui sont pas, enfin, qu'on n'apprécie pas toujours. Vous avez des équipes qui s'en vont participer à des tournois, et puis il y a seulement 2 joueurs qui reviennent. Le reste, ça devient presque un trafic humain. Ah oui. Il y a des problèmes à façonnant. tous les niveaux. Parce que tu as la vérité sur ça. Là, c'est ce qui est officiel. Hein. Mais officieusement, pour les Africains, c'est bien plus. Hein. Les joueurs qui sont partis là. Ils disent que c'est à cause du climat. Alors ça n'engage que vous, une fois de plus, Roger Stéphane. Allez, on passe maintenant donc à Asamoah Gyan, qui tacle la CAF et ses awards. Alors, meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde avec 6 buts. Asamoah Gyan n'a jamais remporté le titre de joueur africain de l'année. Interrogé par une chaîne de télévision, l'attaquant de 34 ans a poussé un grand coup de gueule à ce sujet. Il a déclaré ceci: « Parfois, je ne sais pas comment il vote, mais je pense toujours que j'aurais dû le gagner en 2010 et en 2014 parce que je le méritais. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il méritait ces titres quand on prend les années 2010 et 2014? Yellow. Non, je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce que les performances qu'il évoque là font partie de l'année en cours. Pourtant, le Ballon d'Or africain récompense les performances de l'année précédente. Donc, s'il doit être récompensé, c'est certainement en 2011 parce que il a été, son équipe, la sélection nationale, arrivant en quart de finale du mondial. Il a atteint la finale de la CAN avec l'Égypte. Donc, s'il doit être récompensé, ce sera en 2011, mais pas en 2010. Voilà. Alors, avec le Ghana contre l'Égypte. Voilà. Exactement. C'est un bon joueur quand même, hein, qui a fait de belles choses sur le continent et dans le monde. C'est un formidable joueur, ce Gyan Asamoah. On a tous encore en mémoire ce fameux penalty raté en quart de finale face à l'Uruguay. Ah, oui. Et c'est d'ailleurs sa performance dans cette Coupe du Monde qui fait dire aux garçons qu'il méritait le Ballon d'Or en 2010. Mais il faut qu'il sache que la récompense de 2010, qui est donnée en janvier, tient compte des performances de 2009 et il joue la Coupe du Monde en juin. Donc, ce n'est pas pris en compte. Il aurait pu peut-être revendiquer pour 2011. Parce que là, il s'attaque à Samuel Eto'o sur 2010 et Yaya Touré 2014. Alors, ça... Asamoah Gyan en 2010, en termes de chiffres, ça donne quoi? 2010, voilà, je l'ai devant moi. En club, il était à Rennes. Il dispute 29 matchs pour 13 buts inscrits. Avec la sélection lors de la CAN en Angola, il est finaliste. C'est 3 buts avec 5 matchs. Et puis pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, il est éliminé en quart de finale par l'Uruguay. 3 buts, 5 matchs disputés pour Asamoah Gyan. Donc pourtant, on donne le Ballon d'Or à Eto'o en 2010 et Eto'o en chiffres, cette même année, ça donne? Alors, Eto'o en chiffres en club de 2009 à 2010 avec l'Inter Milan, c'est 14 buts en 45 matchs. En sélection nationale pour la CAN jouant en Angola, il a été éliminé en quart de finale par l'Égypte. Et en Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, il a été éliminé au premier tour. Voilà. Vous comprenez qu'on ait donné ce Ballon d'Or à Samuel Eto'o, Dr Alongba? Ben, moi, c'est un joueur que j'adore. Donc, je vais vous dire qu'il le mérite amplement. Et puis, le reste, bon... comme il le dit, ils ne savent pas comment ils votent. Je pense qu'il y a des critères et ils ne rentraient sûrement pas dans les critères. Absolument, absolument. Mais Eto'o a fait une année magnifique avec l'équipe de l'Inter de Milan. Ah oui. Il sortait d'ailleurs d'une autre année magnifique avec le Barça 2009. Exactement. Ensuite, il enchaîne avec l'Inter de Milan, avec Mourinho, gagne la Ligue des Champions. Ça reste dans les esprits et puis il fait plus de matchs. Oui, ça se joue un peu sur des détails, mais je pense que Eto'o, quand même, sur cette année 2009, là, largement supérieur à Gyan. À ce qui paraît, Asamoah Gyan danse trop après avoir marqué des buts. Ah, c'est peut-être un facteur. Voilà, donc c'est un facteur, voilà. Ce qui explique. Voilà, c'est ce qui Et explique. puis moi, pour le pénalty, j'ai trouvé qu'il n'était pas concentré avant de le shooter. Il avait peur. Il a eu dans la précipitation. Il pensait à ça, sa je lui en ai famille à la voulu. maison. Je lui en ai voulu parce que c'était un tournant décisif pour le football africain. Bon. Alors, et en 2014, ça lui passe encore sous le nez, hein, puisqu'on le donne à Yaya Touré, Asamoah Gyan, cette saison 2014. En 2014, en club, il joue donc en Arabie Saoudite avec le club de Al Ain, j'espère que je prononce bien. 26 matchs, 29 buts, il a fait très fort. Et puis en sélection nationale, CAN 2013 en Afrique du Sud, c'est la 4e place avec l'équipe du Ghana. C'est pas Arabie Saoudite, c'est Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, Ouais. autant pour moi. Voilà. Émirats Arabes Unis, autant pour moi. Et notre ami Yaya Touré, hein, cette même saison? Oui, cette même saison 2013-2014, Yaya
Touré évolue à Manchester City avec 21 buts en 42 matchs. Et en sélection nationale à la CAN 2013, joué toujours en Afrique du Sud, il a été éliminé en quart de finale par le Nigeria. Commentaire, docteur Alongba. Il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo comme... oui, c'est évident, écoutez. On ne va pas leur reprocher, non. Ils ne sont même pas dans le même championnat. Pas du tout. Non, Yaya, City, maître Quand même, City, quand même. Phénomène, récupérateur, tout ce qu'on peut dire. Quel joueur celui-là? Et puis l'autre, aux Émirats Arabes Unis, bon, Oui, c'est pas le même niveau. Hein. C'est pas le même niveau, c'est quoi? Non, Yaya, c'est Yaya quand même. Yaya, c'est Yaya. Rassurez-moi, ce n'est pas votre patriotisme qui parle, docteur Alongba. Hein? Honnêtement, il y a quand même un peu de chauvinisme il ne faut pas mentir, il faut reconnaître. Mais je reconnais en Yaya un grand joueur. Un grand joueur, oui. Ça, c'est pas le championnat de seconde zone qu'on fait. De seconde... Oh, alors, oui, allez, exceptionnellement, voilà. Voilà. Ah, le carton invité. Il rentre dans l'histoire. Le championnat des Émirats Arabes Unis est un championnat de seconde zone. Non, c'est vous qui dites, hein? Enfin, je veux vous dire, c'est pas le même championnat par rapport à C'est pas le l'autre. même niveau. C'est pas le même niveau, oui. On comprend. Mais je veux dire, dans tous les cas, c'est trois joueurs formidables. Hein. Eto'o, Yaya et Asamoah Gyan, c'est de très grands joueurs, de très bons joueurs qui ont bien défendu les couleurs de leur pays et qui ont bien défendu les couleurs du continent africain. Oui. Et puis, cette affaire de comparaison avec les récompenses qui ne viennent pas toujours, c'est tous les joueurs. Hein. Franck Ribéry continue de se plaindre pour son ballon d'or, pour le ballon d'or qu'il n'a pas eu en 2013, qui a été décerné à Cristiano Ronaldo. Il continue de se plaindre. Il estime qu'en 2013, il avait fait une saison mais de toute beauté. Et moi avec lui d'ailleurs, avec le Bayern de Munich. Mais malheureusement, les critères sont ce qu'ils sont. Cristiano est passé par là. Donc on connaît bien ce jeu-là. J'aurais dû gagner. Bon, allez, tous les joueurs font ça. D'accord, oui. Oh oui, mais c'est pas le même intérêt. Là-bas, en Émirats Arabes Unis, pardon. Okay. Quand tu marques un but, les Saoudiens là, ils t'offrent beaucoup de carats d'or. Hein. Voilà, tu as 100 carats d'or. Non, ça c'est une légende, ça. Un million, mais j'ai un cousin là-bas qui m'a fait de tout ça. Ah, il y a un cousin aussi qui est là-bas. D'accord. Ils sont obligés de marquer beaucoup de buts. Merci Jojo. Vous êtes éparpillés, hein? Allez, si vous vous demandez ce que les sportifs font pendant cette période de confinement, eh bien, vous allez le savoir grâce à Henri Jo qui arrive tout de suite sur le plateau. Voilà, oui. Allez, en petite foulée. Vite, 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 vite. Voilà, on court. Salut Henri Jo, comment allez-vous? Salut Tia, je vais très bien. Bonsoir Doc. Ben, bonsoir. Voilà. Moi, je considère que c'est... Voilà, belle tenue de Yellow. Hein. Merci. Vous avez peur de moi? Approchez un tout petit Ah, peu. Voilà. Belle tenue de Tia aussi. Entrez dans la lumière, il n'y a pas de souci. Belle tenue de Tia aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Stéphane. Bon, on a compris. Merci. Alors, dites-nous tout. Ben voilà, aujourd'hui, déjà, il y a cette période de confinement quand même a donné de très belles idées à certaines personnes. On a vu avec ce fan de foot anglais qui a visité certaines Coupes du Monde en compagnie de sa famille, élément que nous avons montré ici aux téléspectateurs hier. Et il y a un joueur du Real de Madrid, il s'agit de James Rodriguez, qui a trouvé sa petite idée à lui. Alors, il se rappelle quand même ces moments de voyage avec cette vidéo où, voilà, dans un aéroport sur le tapis roulant, sauf que ça se passe chez lui à la maison, sur un tapis de course, et c'est très, très original. Ah, Voilà. et c'est très, très drôle, effectivement. Donc, c'est la petite vidéo du jour que nous avons décidé de créer. Ah, tu vois les retombées? Comment? Les retombées du confinement. Sauf qu'ici, certains de nos joueurs de nos ligues, voilà, ici, voilà, ils se rappellent certaines sommes d'argent qu'ils auraient dû recevoir. Vraiment. Puis ils s'imaginent tout ça. Voilà. On s'imagine en train de recevoir 2 millions, 3 millions. La totalité Un joueur de des Ligue salaires. 3, s'imagine en train de recevoir 3 millions, 8 millions, voilà. Non, Ils mais font ça, c'est mais très pas en drôle. vidéo. C'est très, très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri. Là, il prend le sac et il s'en va après. Eh ben, c'est Avec ça. ses lunettes. Il mime le tapis roulant, il mime le fait de récupérer ses bagages. Oui, ça doit être invivable quand même. Quand tu es habitué à voyager combien de fois par semaine et tout, puis finalement on est là, on est tous bloqués. C'est exactement ça. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est le manque de compétition. Foot, pelouse, voyage, c'est un peu ça, c'est un peu la vie des footballeurs. On voit du pays quand on est footballeur parce qu'on voyage énormément, habitué au public, à la foule, à l'ambiance, à tout ça. Aujourd'hui, on est confiné dans sa maison, toute seule avec la famille. Ça, c'est pas facile pour les footballeurs. J'avoue que je comprends parfaitement Rodriguez, le joueur du Real de Madrid, qui est un très bon joueur, mais qui là, comme beaucoup, oui, effectivement, est en train de souffrir un peu. Alors, selon FIFPro, un joueur sur 10 présenterait quand même des symptômes de dépression.
depuis cette période de confinement. C'est inquiétant quand même. Je vais vous dire une chose. Dans le cadre d'articles que j'écris, je fais aussi des articles de presse, je me suis demandé, mes athlètes, les athlètes que je suis, que j'ai en charge, et surtout qui avaient pour objectif les Jeux Olympiques, parce qu'ils sont déjà qualifiés, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, je vais vous dire, c'est compliqué. On a reporté les Jeux Olympiques. C'est de nouveaux programmes, il n'y a plus d'entraînement. On fait comment? Et puis on est confiné, on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas se préparer. Donc je les ai appelés. Et puis on est en contact en fait. Ça m'a inspiré ces dialogues-là avec ces athlètes. Ça m'a inspiré un article que j'ai pondu. Mais vous savez, vous avez des trucs assez intéressants. Il y en a qui font la cuisine, il y en a qui chantent, il y en a qui écrivent. Ben oui, Ils arrivent quand même à faire un minimum d'activité physique pour s'entretenir en attendant que les choses s'éclaircissent. Je veux vous dire, pour citer certains, j'ai reçu un coup de fil de l'autre côté, ça venait d'Espagne, et mon athlète qui me dit, je fais quoi? Ici, on ne va plus à l'entraînement, on a peur de se toucher à l'entraînement, c'est compliqué. J'ai dit, écoute, dans peu de temps, ils vont vous confiner chez vous, prends ton avion et puis tu viens. Ça n'a pas manqué, elle est arrivée rapidement. Son alter ego aussi a pris l'avion le deuxième jour, mais ils sont à Abidjan, ils ne regrettent pas, parce qu'ils arrivent quand même à avoir un minimum d'activité ici. c'est ça. Ouais. Ça. Alors justement, donc, un sportif de haut niveau, inactif, quelles sont les conséquences? Au niveau physique. Vous savez, il y a une saison qu'on programme. Là, l'objectif, c'était quoi? Les Jeux Olympiques. Donc, on était déjà dans une phase ascendante. On gagnait en volume, on gagnait en intensité. Et puis, paf, tout s'arrête. Donc, il faut refaire de nouveaux programmes avec l'avis des entraîneurs, avec l'avis de... Enfin, c'est toute une équipe, c'est tout un staff. Et puis, c'est surtout l'entraîneur qui jauge. Et puis, le médecin, lui, l'accompagne. Et puis, il faut leur parler. Il faut qu'ils puissent avoir des activités pour s'entretenir. Mais les dépressifs, là, ce sont les célibataires. La femme n'a besoin d'être dépressif, c'est pas possible. Vraiment, Et nos vraiment. humeurs, là. Non, c'est pas facile. Hein, la période n'est pas Alors, facile. tiens, c'était tout pour aujourd'hui. Eh ben, merci, Henri-Jo. Demain, peut-être une autre vidéo. Avec grand plaisir. Pourquoi pas peut-être de Roger Stéphane. Eh bien, super. Un bon sujet, un bon thème, oui, parce qu'il faut les entretenir. Psychologiquement, c'est assez difficile. Oui. Ceux qui ne font pas de sport, parce que le sport, c'est quand même une activité qui vous permet de déstresser. Et vous pouvez faire du sport rien que dans un petit carré. Vous avez une petite surface, vous pouvez C'est ça, pas besoin d'avoir ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, de faire ça, ils font comment? Eh ben, c'est là que vous intervenez, docteur Alangba. Justement, mais voilà. là, il faut un accompagnement psychologique. Oui. Et puis, il faut les gérer, il faut les appeler, il faut les rassurer. Parce que rester confiné comme ça pendant plusieurs semaines, Ah, ça? C'est pas évident. c'est pas évident. Allez, merci beaucoup.